Une petite introduction. Et merci beaucoup à Bénédicte d'être venue de Grenoble nous rejoindre aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment grand plaisir à te recevoir aujourd'hui et puis à écouter la présentation sur l'éco-conception 5.0. Grand plaisir parce qu'on se connaît depuis longtemps au travers du réseau éco-conception de systèmes durables, EcoSD. Ça fait un petit moment. Et puis, on partage certaines activités aujourd'hui au sein du réseau EcoSD. Tu as un très beau parcours dans ce laboratoire qui est une référence sur toutes ces questions de soutenabilité. Et puis, j'ai eu aussi le plaisir de t'avoir dans mon jury d'habilitation. Ça me paraissait une très bonne idée de t'inviter aujourd'hui. Voilà, donc je vais te passer soit le micro c'est bon, je vais lancer ta présentation. Merci Flore, je vais commencer. Oui. Flore pour cette invitation parce que c'est vrai que on a fait quand même pas mal d'actions ensemble. Là, en ce moment, on est en train de monter une formation pour l'école pour EcoSD. C'est bien de se retrouver aussi, des fois, pour faire de la science, c'est pas que de l'enseignement. Donc, merci pour cette invitation. Et puis, merci d'être présent aujourd'hui. C'est vrai que l'enfant pas si vite que ça. Il est même plutôt plat pour ce type de conférence. Donc, voilà, avec les personnes en ligne, c'est sympa de voir quand même. Il y a toujours cette volonté de progresser sur ces questions. Alors, j'espère que je vais réussir à en faire progresser. Moi, je vais essayer surtout de stimuler un petit peu, et puis on verra après dans les questions s'il y a des choses plus précises. Là, je vais essayer surtout pour la demi-heure de vous stimuler, et puis je répondrai sur vos questions. Ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis mécanicienne de formation. Ce week-end, je suis allée fêter les 30 ans de ma promotion à l'UTBN. Je suis de UT. Je ne suis même pas une UT, je suis une IPC. Donc, c'est la première IPC. J'ai mis une mécanicienne de formation, et puis ce qui m'intéressait, moi, en fait, c'est très rapidement, je voulais comprendre comment les gens fonctionnent. C'est vraiment la préoccupation, même sur les bancs, là, des écoles d'ingé, je voulais voir comment on conçoit. Et du coup, je suis restée à l'UTBN pour faire un test sur l'intégration de l'ergonomie dans la conception des produits. Voilà, je travaille sur la conception du poste TGV. Et fort de cette compétence en intégration, en 99, j'ai été recrutée sur Grenoble où quelqu'un a eu la bonne idée de dire ce serait bien qu'on intègre l'environnement dans la conception des produits. 99, c'était un peu, c'était le siècle dernier déjà. Et puis, ce n'était pas des questions très d'actualité. Les collègues en question, c'est pour ceux qui le connaissent, traînaient pas mal avec la communauté internationale et les pays nordiques. Et c'est un peu là qu'est venue l'idée de travailler là-dessus. Donc, tout a démarré en 99. Donc, je vais vous refaire un petit peu l'histoire de ce qui s'est passé. Souvent, je parle de ce que je connais, donc de ce que j'ai observé entre 99 et aujourd'hui. Voilà, et puis donc, je suis directrice du laboratoire GESTOP, qui est un laboratoire qui s'intéresse au système de production. On parle, comme là j'ai vu tous les panneaux dehors, on parle d'industrie 4.0, 5.0, d'AGV, de drones, de plein de choses. Voilà, puis on parle d'IA maintenant, puis on parle de soutenabilité, mais on ne sait pas trop où on est quand même. On a un peu de façon provocatrice. Voilà, j'ai voulu faire une conférence en disant, voilà, ce sera au sujet de la soutenabilité 5.0. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas droit, nous aussi, à notre upgrade. Voilà. Et puis, on va se poser la question de le concepteur là-dedans, qu'est-ce qu'il fait? Alors, vous avez dit soutenabilité. Soutenabilité, c'est quoi? Je pense que dans la salle, on ne va pas faire un interro, mais vous auriez pratiquement tous une définition différente. Si je vous dis circularité, ça va faire pareil. Et si je vous dis éco-conception, peut-être un peu moins, mais quand même. Dès qu'on va parler soutenabilité, il y a plein de mots qui vont aller dans la tête des gens. Responsabilité, développement durable, communauté, stakeholder, chaîne de valeur. Il y a plein de choses qui vont intervenir. On va un petit peu se mélanger dans tout ça.
Moi, j'aime bien celle-là. La soutenabilité est une configuration de la société humaine qui lui permet d'assurer sa pérennité. Comme ça, on ne parle pas d'économie, on n'est pas embêté par les économistes. Je les aime bien, hein, mais des fois, c'est un peu compliqué dans les définitions. Voilà. Et puis, on va s'affranchir du terme durable, parce que avec le développement durable, il est connoté tellement négativement que à une époque, je l'empruntais encore et je me faisais hurler dessus par des gens, donc je stop. Donc voilà, il prenait des définitions simples, voilà, qui ne prêtent pas à débat. Que l'enjeu de ça, c'est de pouvoir vraiment aller traiter des problèmes et pas débattre de la définition des problèmes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu un message que je vais passer aujourd'hui. Arrêtons de débattre de la définition du problème, mais on va les mettre en bon. J'ai une clinicienne que je suis, moi je mets les mains dans le cambouis. J'essaie. Alors, le Soutenabilité 1.0, bah, c'est la bande des joyeux drills là, des années 70. Hein. Alors, il n'y a pas que, il y a aussi des gens qui travaillent sur la biodiversité. Et, voilà, voilà, The Limit to Growth, la limite de la croissance, c'est un petit peu là où on a commencé à formaliser des choses sur la soutenabilité. On en faisait avant. Hein. Les cultures en jachère, la gestion des forêts, c'était de la soutenabilité et ça existe depuis le Moyen-Âge. Là, on a commencé à formaliser des choses et ces choses, elles restent, elles sont imprégnées pour les gens qui travaillent autour de ces sujets-là. Elles sont toujours controversées, elles sont discutées. Eux, au moins, ils en ont une d'abord. J'ai mis la photo parce qu'on parle beaucoup d'eux, mais on les voit. Puis, on a eu soutenabilité 2.0. Alors, soutenabilité 2.0, on a commencé à poser, c'est dans ma structuration à moi, on a commencé à poser des définitions et à les faire connaître. Donc, soutenabilité 2.0 avec le fameux triptyque environnement, économique, social, et la définition de Madame Brundtland là, qui dit répondre au développement. Pardon, Madame, aujourd'hui, on était enthousiastes avec cette définition-là à l'époque. Enfin, là, on dit ah non, Madame, c'est pas bon, vous êtes dans le développement. Pas terrible. Elle parlerait toujours de la même chose, je pense. À nouveau, une problématique de définition. Le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre. Je continue. On a vu arriver ensuite, faire évoluer un petit peu tout ça, un petit peu de la norme. Après les définitions, il y a des gens qui se sont lancés à définir des normes. Donc, on a eu la RSE qui a commencé à imprégner le monde de l'entreprise, l'ISO 26000, qui a justement intégré à la fois facteurs humains, environnement, pratique des consommateurs. Voilà, puis tout ça, ça s'est transformé. Alors ça, c'est pas cette figure-là, je l'avais en cours en 2008 peut-être. Et puis, ça s'est transformé tout doucement en les objectifs de développement durable, les ODD, que vous connaissez tous. Alors, toutes ces définitions, ces concepts de prise en charge de la soutenabilité, c'est comme les courbes environnementales, ça monte de façon exponentielle et ça va très vite. En fait. Moi, les ODD, je me rappelle en 2010-11, un étudiant qui me dit j'essaie d'appliquer des trucs en entreprise, ça s'appelle les ODD. J'allais regarder avec lui, ok, je ne pas trop. 2 ans après, les ODD ils étaient plaqués sur tous les livrets des collégiens et reconnus un petit peu partout. Alors que 2 ans avant, on ne savait même pas comment les appliquer. Donc, soutenabilité 3.0 qui passe par du normatif. Soutenabilité 4.0, là, on l'a tous pris de plein fouet, l'économie planétaire. La CFM qui vient encore d'être dépassée. Où là, on nous dit, vous n'êtes plus, la soutenabilité va passer, mais ça rejoint finalement Limit to Growth. Ça rejoint il y a des limites à ce qu'on dépense, à ce qu'on utilise. Entre Limit to Growth et Limite planétaire, il y a eu ce qu'on a appelé facteur 4, facteur 10. J'ai enseigné en disant, en 2006, aux étudiants, il va falloir rendre les mêmes services, mais en divisant par 4 les impacts, ou par 10 les impacts, parce que ça avait changé les impacts. Et aujourd'hui, on dit aux étudiants, il va falloir
designés en rentrant dans les limites planétaires. Donc, c'est pas des concepts nouveaux, c'est juste on rebat les cartes, on les présente un peu différemment. Voilà. Donc, je m'arrêterai là sur le petit bout d'histoire. Alors, soutenabilité 5.0, qu'est-ce que ça pourrait être? On sent aujourd'hui que le truc qui va ressortir un petit peu, c'est la régénération. Il ne suffit pas de concevoir et de proposer des choses dans les limites, enfin, qui respectent les limites planétaires, mais en plus, il va falloir régénérer nos écosystèmes. C'est-à-dire, ben, voilà, on va passer d'un point où on essaie de ne pas faire trop de dommages à un point d'équilibre. Le point d'équilibre qu'on connaît le plus, qu'on entend tous les jours aujourd'hui, c'est zéro carbone, à régénérer. Je ne sais pas encore comment on va faire, hein. On pourra en discuter justement après. Comment allons-nous régénérer? Donc, je vais m'arrêter là, parce que là, ça devient de la science-fiction, hein, sur le Tsunami 5.0. On verra dans 5 ou 10 ans où on en est. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est de parler du rôle du concepteur là-dedans. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la conception et qu'est-ce qu'il est dans tout ça. Et j'ai bien mis le concepteur ou l'éco-concepteur. Normalement, le concepteur de demain, ce serait bien qu'il soit éco-concepteur. Alors lui, l'éco-conception 1.0, dans les années 70, il a commencé avec l'équation IPAT. Il y en a qui connaissent? Un petit peu, non? Donc I, c'est l'impact. P, c'est la population. A, c'est l'affordance, la capacité de se payer des choses, donc s'offrir. Et T, c'est l'impact d'une technologie. Donc en gros, si vous dites aujourd'hui, la population croît, elle va être multipliée par 2. Plus dans cette population, je vais avoir 2 fois plus de gens en capacité de se payer un billet d'avion. Ça voudra dire qu'à même impact, il faudra que je divise ma technologie par 4. Il y a des gens qui estiment l'influence par le produit intérieur brut divisé par, etc. Il y a plein de calculs qui sont faits, ils sont repris. Le GIEC utilise aussi avec l'équation, une certaine équation sur le bilan carbone. OK. Moi, ce qui m'intéresse dans cette équation, quand je la présente, c'est de dire on ne peut plus réfléchir. On ne peut plus et on n'a jamais pu réfléchir technologie sans penser à l'évolution de la population et l'évolution du comportement de cette population. On ne l'a jamais fait. Enfin, un bon éco-concepteur n'a jamais pu faire ça. Donc, éco-conception 1.0, on la garde sous le coude parce qu'elle ressent à un moment donné faire des vieux concepts, on est un petit peu au bout du jeu. Éco-conception 2.0, plutôt dans les années 90, où là, on a dit, ben voilà, la conception, c'est qualité, coût, délai. On va rajouter l'environnement. Donc, tous les principes de conception intégrée, je rajoute un acteur dans la table, au niveau de la table des concepteurs, mais des projets, et avec un certain nombre de compétences qu'il aura, d'expertise, de règles de design, il saura réduire l'impact et donc faire de l'éco-conception. Le grand démarrage, ce qu'on a appelé une éco-conception réglée. Éco-conception 2.0, comme je disais, hein, on va aller mettre tous les acteurs autour de la table et on n'oublie pas aussi le client, le consommateur, l'utilisateur, qui jusque-là était un petit peu en retrait de tout ça. Donc, on va commencer un petit peu progressivement à prendre en compte le point de vue du client. Donc moi, j'aime bien définir la conception intégrée comme trouver le meilleur compromis pour satisfaire les exigences de tous les acteurs du cycle de vie. J'utilise depuis très longtemps cette définition-là, si ce n'est qu'aujourd'hui, le cycle de vie, il devient de plus en plus complexe. On recycle, on réutilise, on remanufacture, on vend du service, on partage des usages. Enfin voilà, il y a un certain nombre de choses qui viennent complexifier le travail de l'éco-concepteur ou des concepteurs dans une démarche de conception intégrée. Si je reviens à 30 ans en arrière, sur les bancs de l'école, le cycle de vie, c'était un truc en 4 cases, linéaire. Je crois même qu'on ne représentait même pas la fin de vie.
Éco-conception 3.0, alors là, je ne vais pas vous faire le détail de schéma-là, je vous ai mis la référence pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc, c'est des travaux de collègues qui sont bien avancés là-dessus, hein, donc, Michael O'Shield et puis Sami Kara. Où là, bah, sur éco-conception 3.0, c'est eux qui mènent un peu la danse en expliquant et en développant des approches, des méthodes sur intégrer les calculs d'impact environnementaux dans le life cycle engineering. Sur la partie gauche, vous avez vraiment la partie life cycle ACV. Sur la partie droite, le life cycle engineering, et vous explique toute une démarche pour essayer de réaliser cette intégration, sachant que le concepteur s'amuse joyeusement avec tous les paramètres au milieu, issus de produits et de l'environnement du produit, de la technologie. Voilà, on va retrouver des cycles de vie, on va retrouver les éléments de background, et puis on a tout ça qui doit fonctionner, globalement, avoir une réelle intégration des produits. On en reparlera après, j'ai un petit exemple là-dessus. 4.0, on est dedans, pas dedans. C'est en lien avec les limites planétaires, on va plus concevoir de façon par de l'amélioration continue, finie, enfin, on s'y encore. On va se caler dans les limites planétaires et du coup concevoir avec un droit à tirer sur la planète dans les limites planétaires. Donc on va avoir un ESA, un absolu sustainable environmental sustainability. Donc on va essayer de dire, voilà, j'ai ma planète qui a un certain nombre de limites de cette limite planétaire. Et donc, je vais donner un droit à tirer sur cette planète, à utiliser cette planète avec des modèles de répartition. Et si je suis capable de définir ces modèles de répartition, alors par exemple ici, par secteur d'activité, ou par région, ou par je ne sais quoi, et d'allouer ça, on va pouvoir ramener ça à l'échelle d'un produit et dire, bah, pour ce produit-là, s'il a tel cycle de vie, tel cycle d'usage, je vais avoir un droit à dépenser du CO2 de temps. Je vais avoir un droit d'acidifier l'océan de temps. Je vais avoir un droit pour essayer de rentrer dans les limites planétaires. Ça, c'est tout, enfin, ça a 2 ou 3 ans, enfin, les premières thèses sortent là-dessus. Voilà. Sur les concepts, non. Sur la partie ingénierie, oui. Les premières thèses commencent à sortir. On est capable de dire, ah bah tiens, si je fais une batterie de véhicule électrique, est-ce qu'elle rentre dans les limites planétaires? Est-ce que je fais un panneau solaire, est-ce qu'il rentre dans les limites planétaires? Voilà. Il y a encore pas mal de questions méthodologiques sur cette allocation-là. Et puis sur est-ce qu'on fait les bonnes allocations, est-ce qu'on les fait par rapport à une prix, par rapport à des masses de produits, etc. Voilà, et on va retrouver donc dans ces auteurs-là, hein, Kara et O'Shield, des représentations en fait de la place du life cycle engineering qu'on voit ici au milieu avec la partie développement de produits, life cycle engineering, et puis on montre, on se rend compte qu'on va avoir de plus en plus besoin de faire du management du cycle de vie, parce que les cycles de vie vont changer au cours de la vie du produit. On va devoir faire très certainement de la d'écologie industrielle pour toucher à du développement soutenable et puis à de la soutenabilité forte. Et on va retrouver nos facteurs, impact, population, affluence, technologie, là, qui ressortent, qui se remettent un petit peu au bout du jour. Je vous laisserai aller éplucher pour les doctorants à la publi, elle est assez marrante à aller lire. Ça veut quand même dire que si on veut atteindre ça, on a quand même, somme toute, besoin de ça. Et dans ça, il y a l'éco-conception de grand-papa. Hein. D'accord? Donc, on ne va pas mettre tout ça à la poubelle. Bien sûr qu'il faudra des éco-conceptions de rupture, innovantes, mais on a aussi besoin que, comme l'histoire du colibri, que chacun participe par de l'éco-conception dite réglée et classique. Voilà, alors un petit peu d'histoire. Par contre, je n'ai pas pris l'heure, tu me diras. Voilà. Justement, sur cette partie éco-conception en régime réglé, donc c'est la thèse de, comment s'appelle, Agari, je vous donnerai la référence, qui a défini qu'il y avait 2 grands types de conception
la conception en régime réglé et la conception éco-constituée innovation. Donc là, on est vraiment sur ce que je vous ai décrit. Hein. On met des critères environnementaux dans les processus industriels. On va faire de l'amélioration continue principalement. On va s'appuyer sur des calculs d'impact environnementaux et donc d'analyse de cycle de vie. Et on est dans optimiser sans réellement transformer les choses. Hein. Mais c'est comme ça aussi qu'on concevait sans faire d'éco-conception. On a longtemps fait que de l'optimisation sur beaucoup de produits. Enfin, en tout cas, les cinquantenaires, là, notre génération, on a été formés à faire de l'optimisation. Donc, il n'y a pas de raison que l'éco-conception n'ait pas suivi ce même chose. Donc, ça prenait quel format? Et ben, le format Design for Recycling chez Renault, c'était identifier des indicateurs de recyclabilité. Donc, à l'époque, ils prenaient les planches de bord, les grosses pièces plastiques, et ils se disaient il nous faut une filière, on va faire des poteaux de ligne avec le plastique des planches de bord, et ce sera super. Bon, il aurait fallu boire beaucoup de vin quand même, hein, pour recycler tout le plastique autour de ligne. On a travaillé avec Tefal, pareil, sur du design for disassemble, des règles de design for. Donc, comment désassembler au mieux les produits pour leur recyclabilité. Ces gens-là, en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils anticipaient la mise en place des directives REP de 2005, responsabilité élargie des producteurs. Je rappelle qu'avant cette période-là, un producteur n'était pas responsable de ce qui se passait après la vente de son produit. Toutes les filières de la responsabilité élargie des producteurs a amené le fait qu'un concepteur ait à prendre en compte l'usage et la fin de vie, la maintenance et la qualité de son produit. Je suis en pose des portes ouvertes, peut-être, parce que vous connaissez, peut-être, mais c'est quand même pas si vieux que ça, quoi. Toutes ces filières. Donc, tous ces gens-là se sont bougés parce qu'il y a des directives qui arrivent. Et ils se sont bougés pour calculer des indicateurs. D'accord? Voir où mettre des filières quand il y avait vraiment du volume à traiter et que il n'était pas traitable autrement. C'est seulement vers 2005. Alors, la CV, ça date d'avant, hein, la mise de cycle de vie, les calculs d'impact, il y avait déjà Coca-Cola, c'était les années 70, je crois, qui a fait son premier calcul d'ACV. 2005, le téléphone a commencé à sonner à Gescope, dans mon bureau, là. Parce qu'avant, il sonnait quand même pas beaucoup. J'avoue. C'était toutes les entreprises du secteur électrique et électronique qui avaient fait l'acquisition de logiciels d'analyse de cycle de vie et de calcul d'impact et qui disaient, mais on a compris comment calculer, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce truc? À quoi ça va nous servir? Voilà. Donc, on a commencé à travailler sur des outils pour modéliser, en fait, pour expliquer aux gens, la CV, c'est une calculette. Ce qui est important, c'est le modèle derrière, c'est la représentation du produit, du scénario, du process, enfin, c'est la représentation de votre solution derrière qui est importante. Et après, vous lancez vos calculs, la CV n'est qu'une calcul. Donc, on a commencé à travailler avec eux sur un modèle Chloé, et d'ailleurs, ce modèle Chloé, c'était closed loop, environnemental, je ne sais plus quoi. C'était pour commencer à leur dire, vous pourriez par exemple regarder si vous désassemblez tel composant, il peut être réutilisé comme ça, et celui-là comme ça, et celui-là comme ça, et vos calculs d'ACV, c'est pas juste une bill of material lancée dans la calculette qui vous sort un résultat inexploitable par les gens de la conception. Alors, ils nous ont écoutés, mais au bout de 3-4 ans, ils sont revenus vers nous en disant votre truc, c'est bien, mais c'est long. C'est trop long, là. On aurait besoin d'un truc plus simple. Et en fait, on trouvait vraiment plus simple d'appliquer des règles de conception. Donc, on a eu un petit retour en arrière, mais on verra, il y a eu plusieurs retours en arrière dans l'histoire. Un petit retour en arrière, les gens disaient, mais voilà, retransformez-nous vos analyses et vos modèles, tirez-nous des conclusions et donnez-nous juste la règle à suivre en conception. Ça nous plaît. Ils n'ont pas tort. Un fonds de secteur, il a ça de règles dans son cahier des charges, il a ça de requirements.
Si on lui dit le requirement suivant, c'est rentrer dans les limites planétaires, il va s'asseoir dessus, quoi. D'accord. Si on lui dit tu dois diminuer ton impact CO2 de 20%, bon, on va essayer de faire quelque chose. Si on arrive à lui dire la diminution de temps de volume de ton emballage te permettrait de faire ça, gagner tant de CO2, là, c'est bingo. Là, il a un but. Le secteur, quand il a un but, il doit le but. Mais il faut lui donner un but et il faut le chiffrer surtout. On continue l'histoire. Après cette période, elle est un peu séparée. Je vous expliquerai après pourquoi. Il y a eu des travaux qui sont un petit peu transformés. On a eu pas mal de gens qui se sont dit oui, finalement, il faut absolument qu'on aide ces concepteurs parce qu'ils n'arrivent pas à faire la CV, c'est trop long. Et puis les règles des FX, bon, c'est pas super toujours adapté. Donc on a eu tous les providers de logiciels qui ont commencé à réfléchir à comment leur simplifier la tâche. Donc on a eu des travaux avec Dassault qui on va restructurer Katia pour que les datas de la CV elles viennent au bon endroit, machin, un peu dur. Comme ça, ils auront des plateformes super pratiques. Voilà. En fait, c'était plus compliqué que ça. Donc, ils ont pas fait. Trop compliqué de restructurer les bases de données pour les organiser, pour faire une ACD. Ils n'ont pas fait. Aujourd'hui, avec l'IA, enfin, ce qu'on veut. Si on veut. Si on veut. Il faut juste qu'on voit si ça vaut la peine. On a travaillé également donc, sur des plateformes et là, qui étaient vraiment dédiées à des entreprises. Donc, plus génériques comme Cathy, mais des plateformes dédiées à entreprises. Donc, je vais vous montrer après le projet Genesis ce que ça a donné. Il y en a qui ont travaillé dans la salle sur la gestion des connaissances. Je ne sais pas si Yacine, là, c'est toi là. Eco-design knowledge. Voilà, c'est pas le tout de faire des one-shot projects, d'avoir un responsable RSE qui sait tout mais qu'on licencie dès qu'il y a une crise. Voilà. Comment capitaliser la connaissance autour de ces aspects-là dans les entreprises, c'est aussi un aspect traité voilà, aux alentours des années 2000, 2015. Et puis, tout ce qui est management de l'éco-design, donc là, comment lier, voilà, je veux que mon produit recyclable soit recyclable, soit je le fais que de matériaux recyclables, avec des filières derrière, soit je demande à mes suppliers de faire du matériau recyclable, soit je peux avoir tout un tas de stratégies différentes pour que mon produit, au final, soit recyclable. Donc ça, c'était un travail qui a été fait sur comment combiner des stratégies d'éco-conception pour réunir plusieurs actions qui permettront à une entreprise d'aller plus vite, remplir des objectifs de diminution d'impact. Rapidement, puis après je vous montrerai rapidement ce qui a été fait sur Genesis. On a travaillé longtemps sur le recyclage, mais il a fallu réviser notre copie dès 2015 avec la complexification des produits. Recycler un téléphone portable, me rappelle des séances où on démontait les petits écrans, les touches en plastique, c'est fini aujourd'hui. Tout le monde a un smartphone, et recycler ça n'a plus rien à voir. Donc les règles de design for disassembly, design for recycling, elles ont dû être complètement révisées sur un certain nombre de produits du fait de leur complexification. Un exemple que je sors à chaque fois, c'est le téléviseur cathodique. On disait il faut mettre des clips pour démonter facilement les pièces plastiques. Aujourd'hui, un écran plat, il rentre dans une chaîne, sur une presse, et on vient éclater. S'il y a des clips, ça n'éclate pas. Hein. Il faut plutôt mettre des vis. Donc, on a des règles qui ont complètement évolué en 15 ans, parce que les process de recycleurs ont complètement évolué. Et, du coup, le concepteur produit doit lui-même réintégrer les nouvelles façons de penser, de nouvelles. Une des difficultés de ces thématiques-là, c'est que ça bouge tout le temps, quoi. Les objectifs bougent tout le temps, les process bougent tout le temps, les acteurs bougent, les filières bougent, les directives bougent. Et ça bouge depuis, là je peux en témoigner, ça bouge depuis au moins 25 ans. Donc voilà, on a dû reconstituer
une expertise sur le design for recycling. Hein. Ça, les gens comme l'ADEME, etc., ils fait aussi. Hein. On avait récupéré leur base de données, on avait été enquêté sur les terrains industriels à cette époque-là. Là, dans les derniers gros chantiers qui sont un peu nouveaux, c'est le travail à fond sur la décarbonation de l'industrie, qui est arrivé là vers 2020, donc, il y a 3-4 ans, quoi. Donc, voilà, il faut décarboner l'industrie. Donc j'ai des tas de collègues qui se précipitent à décarboner, mais bon, on va peut-être commencer par les cimentiers et les aciers avant d'aller regarder le petit tournevis de Monsieur Dupont. Donc, attention de mettre les efforts au bon endroit. Et puis, voilà, ben, c'est un éternel recommencement. On retravaille sur la fin des produits. Non pas parce que les règles évoluent, les process évoluent, mais là, les produits évoluent. Là, on a des projets qui démarrent sur des assemblages, des batteries en fin de vie, et qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut les récupérer. Je pense pas qu'on puisse y mettre trop d'opérateurs autour, là. On va un petit peu réfléchir à des nouvelles techniques, des nouveaux systèmes de production. Juste, je développerai qu'un exemple sur cette partie-là, c'est l'exemple du projet Genesis, c'est un programme européen. Et c'était un numéro 2 mondial qui fabrique des hôtes de cuisine. Tu vois, ça parle à tout le monde. Moi, la doctorante avait travaillé sur comment structurer un outil qui permette à l'entreprise de comprendre les impacts, partager des règles de design fort, donner des recommandations au secteur, ramener tout ça vers la stratégie et avoir un lien life cycle engineering, life cycle assessment. Voilà, donc on avait fait l'hypothèse que dans un groupe de projets de cette ampleur, il y avait au moins un manager projet, un expert environnemental, des designers, et puis bien sûr les suppliers qui ne rentrent pas dans tout ça. Voilà, donc il y a eu tout un projet, une réflexion avec le dashboard stratégique, l'évaluation des impacts environnementaux, des coûts, les indicateurs spécifiques type taux de recyclabilité, taux de notabilité, etc. Et puis, en dessous, on retrouve les outils experts des experts, la CAO, le calcul de structure, etc., qu'on a relié à ces outils-là. Et un outil de guidage, de règle design for, qui vient alimenter les outils des concepteurs pour leur dire, attention, là, quand tu bouges ce paramètre, il se passe des choses qui viennent influencer ton impact environnemental ou ton impact économique. Donc, c'était un joli projet qui a permis de bien avancer, puis de voir qu'en fait, on arrivait à ce que le product manager de sa tour voit quels paramètres, finalement, étaient à négocier. Enfin, il aidait en fait les experts, les designers, à négocier les paramètres qui étaient concurrents. Alors, moi, je veux être robuste, et moi, je veux être léger. Bon, bah, ça se voyait au niveau du dashboard là-bas, tout en haut. Et le paramètre d'arbitrage, c'était vraiment life cycle cost et life cycle assessment. Donc, c'était un projet vraiment intéressant de ce point de vue-là. Ça a été implémenté et voilà, donc, stratégie de l'entreprise qui est rentrée en jeu. Il y a eu un changement culturel des designers, meilleure organisation des flux de données dans l'entreprise. Si on avait eu l'IA à l'époque, ça aurait été pas mal. L'augmentation des compétences des acteurs, des concepteurs, et puis vraiment des liens plus étroits avec les fournisseurs, puisqu'il faut de la data, il faut beaucoup de data pour faire des calculs d'impact environnemental. On avait, dans ce projet-là, on avait un partenariat qui était Grand Design, qui était racheté par Antis, et on voit que l'outil EcoTool fait partie a repris une partie de ces traits. Ok, donc tout ça, c'était et c'est l'éco-conception à la grand-papa.
Il dit bien mieux le doctorant qui a travaillé là, qui a dit l'éco-conception réglée, basée sur des normes. Je dis l'éco-conception n'avance pas, mais normalement, on va dire que c'est moi. Alors, à partir de 2008, moi, je me suis posé pas mal de questions quand même par rapport à cette éco-conception-là. Et j'ai défendu mon ingénieur qui s'appelait concevoir des nouveaux systèmes de production et de consommation. J'étais déjà dans ces logiques de design for manufacturing, comment faire durer le produit, comment le partager. Voilà. Et donc, je mets un marqueur là personnel vers 2008, 2006, 2007, 2008. Mais ce marqueur, il n'est pas que personnel. En fait. On a vu évoluer les stratégies d'éco-conception à partir de ces années-là, avec toute la vague de pour être mieux sur le plan environnemental, on va plus vendre des produits, on va vendre des services. C'était la grande vague PSS, là, entre 2005 et 2010. Si vous cherchez dans le Journal of Climate Production, vous allez trouver le spécial review avec les 10 articles sur PSS vert. C'est vraiment le tube du moment. Alors, l'éco-conception innovant, elle est définie comme elle vise à penser les objets, les usages et les modes de vie. Ceci dit, l'éco-conception ancienne, un petit peu quand même. Pour les gens qui n'avaient pas trop de livres. Ça mobilise davantage le design, l'expérimentation et la créativité. Alors oui, on va voir pourquoi après. Et ça, c'est ouvert à des formes de rupture par rapport aux logiques industrielles actuelles. Donc là, la grosse rupture de 5-10, c'était l'ordre du service. Donc nous, on a travaillé là-dessus sur la modélisation, en fait, de systèmes produits-services pour leur design. Donc, on avait pris le cas du Vélor, qui est le vélo lyonnais en partage, là, qui, au bout d'un an, tout le parc était défoncé, parce qu'ils avaient mis des vélos classiques en partage. Il n'y avait pas tout du plus d'un an deux usages partagés des lignes. Donc, on a travaillé sur le concept de Design for Product Service System et Sustainable Product Service System. Donc, ça a démarré là un petit peu, c'est un nouveau scénario d'usage. C'est vraiment, quand on lit un petit peu la littérature, ce point de bascule 2005-2010. Il faut qu'on aille regarder un peu plus en dehors de l'entreprise, un peu plus loin que son produit, un peu plus loin que ses usages et englober un petit peu plus les choses. C'est à cette période-là aussi, on s'est posé des questions sur finalement les boucles fermées, les boucles de réutilisation et de réemploi, est-ce qu'elles sont soutenables ou pas? À l'époque, des évaluations environnementales du recyclage, on n'avait pas, on ne pouvait pas. Donc nous, on s'était intéressé à qualifier les impacts environnementaux du remanufacturing. On avait été ça s'appelait Renault à l'époque, Renault Trucks, Volvo maintenant, et ils ont un site à Limoges qui remanufacture 500 produits par mois, des moteurs et des boîtes de vitesse. Donc, on est allé qualifier leur process, les dépouiller, les comprendre, les modéliser pour sortir des ACV de produits remanufacturés. Mais comment est-ce qu'on fait une ACV de produits remanufacturés? Voilà, il faut à un moment donné décider quelle est l'unité fonctionnelle, quelle est la frontière, etc. C'est une thèse qui n'est pas à refaire, hein, elle est bien faite, vous pouvez vous appuyer dessus, je pense. On avait travaillé aussi donc, avec les membres du réseau EcoSD et puis les industriels sur le concept de design for upgrading. Voilà, c'est même plus que design for upgrading, c'est avec Dominique Millet, là, le président de EcoSD, on a travaillé sur les idées cyclones, innovation durable, cycle d'usage multiple. Programme ambitieux. Et dans ce programme-là, en fait, ce qu'on faisait avec Tefal, et spécifiquement Roberta d'ailleurs, on regardait si une cafetière ou un aspirateur, plutôt que de le jeter une fois qu'il avait plus la bonne couleur ou la bonne taille, c'était les prémices de la fabrication additive, hein, est-ce qu'on ne pouvait pas l'upgrader et changer la carcasse juste pour avoir la bonne couleur ou agrandir un petit peu le conteneur d'eau
changer la partie thermique, si elle était bonne, etc. Donc, c'était vraiment un projet intéressant. Or, pas trop sur le plan technique, parce qu'en fait, ça a très vite viré économique. Donc, très vite, on a dit, bah ouais, les upgrades, c'est un super intérêt. On va même les anticiper. Bon, à partir de là, c'est moins rigolo. L'idée, c'était de se dire, bah, quand on voit une chose qui évolue dans le mauvais sens, on la redresse, on trouve la techno. Que là, ils avaient prévu à l'avance la vente des upgrades pour garder un petit peu du marché. On progresse. Remanufacturing, l'Europe se bouge avec toute la partie, il y avait le Green Deal à un moment, mais là, c'était la partie circulaire économique. Toute l'Europe s'est bougée à partir de 2015 sur la circularité. Nous, ils ont financé un programme sur la compréhension des réseaux européens de remanufacturing. Il y a des réseaux qui existent, mais qui sont dédiés automobiles, mais qui ne sont pas multi-produits. Donc, on a eu un petit peu des choses comme ça à faire, mais voilà, ça accompagne en fait ce mouvement de l'Europe vers la circularité. Et puis, on a commencé à partir de là à travailler avec des gens comme le CEA, qui se sont dit, bah, peut-être que nous aussi, on pourrait faire des choses en éco-conception. Peut-être qu'on pourrait intervenir dès l'idée de nouvelles technologies. Donc là, c'était super intéressant aussi. Donc, on a vu tout ce petit monde de la recherche très, très émergente se bouger et se dire peut-être qu'on pourrait dimensionner des choses en amont de la partie industrialisation. Jusque-là, l'éco-conception était réservée à l'industrie. Donc là, on avait travaillé sur, par exemple, concevoir des batteries et écrire le cahier des charges d'une batterie qui aurait deux vies. Une vie mobile, une vie stationnée. Ou une vie dans un gros engin de chantier, puis une vie dans un traîneau. Et comment on design une batterie, et c'est le boulot des gens au CEA, hein, chercher des technos les mieux adaptés à des conditions attendues. Donc, on va travailler avec sur ça. Voilà, puis après, voilà, on a les nouveaux scénarios qui arrivent. On va parler de scénarios. En ce moment, ce qu'on va arriver, donc la circularité. Il y a un gros programme sur définir ce que c'est qu'un système de production circulaire, ce que ça implique en termes de loi, de législatif, en termes économiques, en termes humains, en termes techniques. Donc, c'est des gros programmes là, qui avaient été financés par IDEX à Grenoble, où il y avait une dizaine de labos appliqués là, sur 8 ans. Et puis, on a vu arriver les industriels qui, pareil, hein, s'intéressaient à ces boucles circulaires et à ces nouvelles chaînes de valeur. Il y a eu un programme ANR typiquement sur l'électronique de puissance hein, que pilote Mode, Vivae. Et puis, là, on a un programme avec Decathlon sur la régénération des produits, mais celui-là, je vais vous le détailler. Également, au niveau local, alors, il y a eu des aspects locaux dans Circular, mais des travaux sur ce qu'on appelle les usines urbaines, comment développer des systèmes de production qui prennent la matière là où elles sont et mettent le produit là où elles sont, le vendre là où elles sont. Tout ça, c'est accompagné de travaux qui ont permis de faire évoluer la façon dont on modélisait en ACV. Donc ça, c'est un petit peu la nouveauté sur les outils. Comment faire de l'upscaling, comment faire un ACV avancé, qui occupe pas mal de gens aujourd'hui dans le domaine. L'ACV tel qu'elle est pratiquée aujourd'hui par l'industriel, c'est de dire j'ai ce produit-là dans les mains et je vais optimiser au mieux sa production ou sa conception. Là, on est sur est-ce que ce produit-là ou cette idée-là, demain, dans 15 ans, a du sens? Est-ce que cette matière sur ma paillasse de chercheur ou cette puce électronique sur ma paillasse de chercheur aura le même impact demain en production industrielle et dans 10 ans dans les mains d'un usager?
Donc là, c'est un petit peu les questions qui sont posées aujourd'hui. Là, on se rapproche de soutenabilité 5.0. Du coup, je vous présente un dernier exemple avant de conclure, qui est celui-ci, là, qui est un peu le plus, alors, il est en cours et le plus élaboré, c'est un programme qu'on a sur Régecos. Je vous passe ça, on n'est pas besoin de savoir ça, on verra ça tout à l'heure. Bon, c'est un point dans lequel on va refaire la conception intégrée. On va formaliser des expertises, c'est la démarche classique de conception intégrée, et on va faire de la simulation pour tester les différentes solutions et du jumeau numérique pour piloter de la rémunération. D'accord? Je vous laisserai partir les slides de toute façon. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure de la responsabilité élargie des producteurs. C'est ça en France. Hein. On a des catégories où d'année en année, les producteurs, de secteur en secteur, les producteurs deviennent responsables de la fin de vie de leurs produits. Et donc, c'est mis en place, enfin, c'est imposé par les directives. Donc, c'est à eux d'organiser la gestion des déchets en fin de vie. Récemment, il y a une nouvelle loi, une nouvelle directive qui est sortie, c'est la loi AGEC sur l'économie circulaire et la lutte contre le gaspillage. Et en fait, cette loi, elle est venue changer les directives, cette loi. Elle est venue rajouter le concept de réutilisation. D'accord? Donc, si on regarde typiquement là, celui qui est entouré là-bas, articles de sport et loisirs, qui est sorti en 2020, la loi AGEC est sortie en 2020, et si on regarde la directive sport et loisirs qui est sortie en 2021, on se rend compte que non seulement il y a un objectif de collecte et un objectif de recyclage, mais également un objectif de réutilisation. Ça veut dire que par rapport aux ventes de l'année N-1, Decathlon, ou n'importe quel producteur de produits d'articles de sport, doit collecter 18%, recycler 59% et réutiliser 9%. Donc on ne demande plus, avec l'arrêt, on ne demande plus uniquement aux gens de recycler les produits, aux producteurs, on leur demande aussi d'avoir une part de réutilisation. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce que là, 9%, 2027, 14%. Aujourd'hui, les parties réutilisées, finalement, elles ont été principalement gérées par le secteur de l'économie sociale et solidaire. Mais quand on les rencontre, ces gens-là, ils nous disent nos zones de stockage, elles sont pleines. Ils ne vont pas pouvoir absorber ça. Donc, il faut vraiment réfléchir avec les entreprises à comment atteindre ces objectifs de réutilisation en développant des nouvelles filières. Donc, c'est l'objectif de ce projet-là. Hein. Voilà, Decathlon s'est d'abord concentré sur ses propres capacités, donc ils ont fait un grand papa, éco-conception, design fort, design fort, design fort. Ils ont travaillé sur l'état de santé de leurs produits, ils ont travaillé sur leur traçabilité, la logistique inverse, l'implémentation. Ils ont mis en place des plateformes avec les HD. Ils ont racheté des petites entreprises qui faisaient de la réparation, de la rénovation. Enfin, ils ont fait plein de choses, mais 9% des produits de l'année N-1, et ça passe pas. Donc, ils ont nécessité de mobiliser d'autres capacités, en particulier pour atteindre en 2027 l'objectif de 14% de produits. On parle de Decathlon parce qu'ils sont en projet, mais c'est le cas de tous les fabricants de sites de matériel. Le téléphone, c'est remis à Sony. Le mien. Oui. Pour voilà. Le ski, le sport, ça m'intéresse. L'histoire se répète. Elle s'est répétée plusieurs fois. Donc, dans ce projet-là, en fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est mettre en place, c'est Martin qui en teste là-dessus, un système de régénération. C'est-à-dire on réfléchit à, voilà, on a un certain nombre d'acteurs, logisticiens, recycleurs, réparateurs, clients, vendeurs, etc. Et ce système-là, en fait, plutôt que de constituer une chaîne de valeur circulaire, qui est très fragile, souvent les chaînes de valeur circulaires sont très fragiles, va constituer un écosystème qui pourra bouger au fil du temps
et qui rendra beaucoup moins fragile ces chaînes de retraite. C'est des systèmes qui, a priori, prendront des décisions de continuer ou pas tel ou tel traitement en fonction des comportements des uns et des autres, des comportements des clients, des comportements des produits, des comportements des chaînes logistiques. Comme ils seront indépendants et pas dans une chaîne avec des contractualisations fortes, ils seront beaucoup plus flexibles. Alors, ça peut être des choses gigantesques. Hein. On le voit, hein, ça fonctionne un petit peu comme ça. Aujourd'hui, le traitement des téléphones, des iPhones, par des sociétés comme Market ou Rimmel. Et puis, ben voilà, donc ils auront des développements évolutifs selon les exigences. Donc voilà, c'est un petit programme que je voulais vous montrer parce qu'il est intéressant. Il y a deux doctorants qui travaillent là-dessus. Il y en a un qui est vraiment sur le jumeau numérique du système de régénération et l'autre qui travaille vraiment plus sur la partie conception. Donc ça, c'est des choses qui sont de la recherche. Enfin, tout ce que je vous ai proposé, c'est des choses que je connais, donc c'est de la recherche. J'en ai des recherches en lien avec l'industrie. Souvent, c'est des industries qui sont en pointe. C'est-à-dire que là, Decathlon, il a cette idée-là. On l'a poussé à avoir cette idée-là aussi, mais il fait partie des premiers et ça va suivre. En fait. Enfin, derrière, ça. Enfin, on espère que c'est ce. Alors, demain. Alors, demain, c'est un film. Il y en a qui le connaissent. Quand je le passe en amphi, ça, ils ne connaissent pas. Hein. Donc, j'ai oublié. Donc, c'est bien de leur rappeler que ça existe. Demain, c'est bien parce que c'est ce petit film qui témoigne de choses réussies. Et quand vous regardez ce film à distance, donc je crois qu'il doit avoir 10 ans ce film, bah, il y a quand même vraiment beaucoup de choses qui ont été implémentées. Donc, du coup, témoigner des bonnes réussites, c'est bien. Il faut continuer à faire, continuer à faire, continuer à faire. Vraiment, c'est important. Alors, est-ce qu'on va aller vers une soutenabilité 5.0? Le système industriel de demain, je ne sais pas. Voilà. On est parti en 1850 de produits très hétérogènes à faible demande. On est allé sur de la production de masse, sur des produits homogènes. 2000, on a terminé avec l'automobile, hein, souvent driver la customisation de masse. Voilà, puis là, on est parti. Donc, quel sera le scénario industriel de demain? Il y a 7-8 ans, on me disait, oh, j'avais une sociologue de la nôtre, oh, production personnalisée, la ménagère va pouvoir imprimer son aspirateur. C'est pas gagné. J'ai mis d'autres temps à lui dire que non. Hein. Voilà. Production locale, on aimerait bien, mais toutes les difficultés que ça pose. Système industriel circulaire, on est à fond dessus. Symbiote industrielle, ça existe depuis longtemps. Et puis, il y a ce truc-là qui arrive, là, qui est production régénérative. On voit qu'il hausse les sourcils, il le fait de même. Ça va être dur. Hein. Ça va être dur. Alors, ça, c'est des trucs. Alors, la production régénérative, si vous pouvez regarder ce qui est fait dans la CEC, la Convention des entreprises citoyennes. Alors, ils ont déjà dit la production régénérative, on va déjà faire un peu comme Hélène MacArthur. Il y a les verts et il y a les bleus. Les verts, ils pourront faire les bleus. Ça va être compliqué de faire du régénératif dans l'industrie. Je crois qu'il a été faire du lobbying, mais nous, on est déjà distancés. Hein. J'espère que non. Alors, la soutenabilité 5.0, moi, les pistes que je donne, c'est repenser en profondeur le mode de vie. Donc, il y a eu la convention des citoyens. J'utilise souvent celle-là comme ça. Je ne suis pas obligée de donner mon scénario aux étudiants. Je dis, moi, je suis celui de la convention citoyenne. Je fais des solutions que les citoyens sont prêts à suivre. Je ne veux pas designer pour moi, c'est normal. Je ne veux pas éco-concevoir pour moi, je veux éco-concevoir pour les citoyens. Voilà, c'est qu'en ce moment, les citoyens, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent. Hein. Puis la convention citoyenne n'a pas été.
Donc, repenser en profondeur dans votre vie, ça me semble absolument indispensable. Et si on le fait, il va falloir aussi repenser notre façon de concevoir. On appelait ça, à la conception, on appelait ça les arts et métiers à l'époque. Voilà. Bon, moi, je l'aime bien, ce terme-là, parce que d'abord, ça permet de réintroduire un petit peu les arts dans ce qu'on fait. Voilà. Un jeu sérieux, c'est vachement plus rigolo quand c'est conçu avec un artiste que sur une planche PowerPoint. Je sais, mais bon, c'est moi, je me planche PowerPoint. Mais voilà, donc, voilà, on va falloir concevoir un petit peu différemment les règles et des dimensions que nous n'avions pas à la finalité. Faire du juste nécessaire et ou du régénératif, comme ça, je te passe le relais. Voilà, oui, on n'arrête pas, en fait, quand on fait des co-conceptions depuis longtemps, on n'arrête pas de chercher le juste nécessaire à réaliser les choses ou à balancer les critères pour que ça fonctionne. Alors, repenser la relation au travail en développant des postes, situations de travail capacitants. Ça, je l'ai mis parce que moi, j'ai fait de l'ergonomie quand même il y a 30 ans. Je fais toujours les cours. J'avoue que quand on visite des entreprises qui font du recyclage, du remanufacturing, du réemploi et tout, il faut qu'on pense à nos opérateurs. Ça, c'est évident. Mais il faut aussi qu'on pense à nous. Je n'ai pas mis que les postes, j'ai aussi mis les situations de travail. C'est-à-dire que si on ne réinvente pas la façon dont on travaille, on va tous cuire dans peu de temps quand même. Parce qu'on ne sait plus si on doit optimiser, faire de la rupture, abandonner. Enfin, on en voit quand même beaucoup qui craquent un peu. Là, voilà, et puis surtout garder la maîtrise de ce que l'on fait. Euh, j'ai vu plein de startups qui lançaient des trucs géniaux, appliqués à des domaines vraiment bien, voilà, pour la santé, machin. Et puis qui lâchaient leur start-up à des grands groupes ou à des entreprises qui utilisaient leurs solutions pour faire en dévoyant complètement l'usage initial. Et c'est pas bon, quoi. Donc la super solution, mal utilisée, devient un flop environnemental. Mettre un électronique dans un frigo pour détecter si ces légumes sont en train de pourrir, franchement, non. Mais oui, c'est comme ça. Il a vendu sa boîte. C'est comme ça. Et on en a plein des comme ça. Donc vraiment toujours se ramener à l'usage, me semble super important. Voilà, je m'arrête là. Non, je me rends compte. Oui, le concepteur, quand même, quelques recommandations au concepteur, je l'ai oublié, mais pour faire de la soutenabilité, de la conception, l'éco-conception, moi je trouve ça vraiment important aujourd'hui de clarifier son positionnement. Vous êtes à Sciences pour l'ingénieur, quand vous arrivez dans un groupe de travail, vous vous positionnez comme Sciences pour l'ingénieur. Vous n'êtes pas gestionnaire ou chimiste ou je ne sais pas quoi. Enfin, les gens s'inventent des rôles dans les groupes de travail de conception. Ça ne marche pas. On n'est pas crédible. Clarifier, se positionner et coopérer. Coopérer, ça veut dire intelligence collective, c'est tout le groupe qui sort une idée. On n'a pas à se batailler pour trouver l'idée. Et ça, c'est difficile. On n'arrive plus à faire travailler les gens en intelligence collective. Je pense qu'on a vraiment intérêt à retravailler beaucoup là-dessus. Il faut se positionner sur les services rendus. Ça, les produits, il faut se positionner sur quel service je rends. Pour se positionner sur je fais une solution pour rendre un service, je ne sais pas le faire sans mettre en place un scénario. Il faut avoir en tête dans quel contexte tout ça va se passer. Et je dis toujours, quand je fais une cours aux étudiants, je m'en fiche de votre scénario. Il faut être low-tech, high-tech, high-tech, tout ce que vous voulez. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'à la fin, on puisse dire cette solution va contribuer tant ou cette solution va contribuer tant et qu'on partage les outils et les méthodes pour qu'on sache si ce qu'on fait, c'est peanuts ou si ça a du sens. Donc, vous pouvez, voilà, c'est pas faire de l'amélioration continue, c'est pas
pas un drame, hein, mais heureusement qu'il y a des gens qui en font, parce que non, travailler sur la circularité non plus, c'est pas un drame. Hein. On va dire, oui, ça sert à rien, machin, ça ne fait pas gagner. Voilà, voilà, il faut se positionner sur un scénario et travailler sur le service rendu. Choisir les bons outils, les bonnes approches, se mettre en capacité de faire évoluer dans le temps. Là, on est vraiment dedans, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le choix des méthodes de calcul d'impact. Je fais du prospectif, ben, je ne choisis pas n'importe quoi pour le faire. Il n'y a pas besoin non plus, alors, il n'y a pas besoin de prendre un marteau pour écraser une bouche, mais s'il y a un gros trou à creuser, on n'y va pas à la petite cuillère. Et puis, bah, partager, c'est ce que j'ai fait là, partager sur ces pratiques hyper importantes parce que demain, voilà, On va commencer par une petite partie qui vous explique d'où je viens et quelles sont mes inspirations. Donc, un CV illustré, on va dire. Donc, j'ai fait la présentation en anglais, je pense que ça viendra personne. Et puis, je vais expliquer tout ça en français. Donc, en bas, là, vous avez la frise de tous les établissements, écoles d'ingénieurs où j'ai eu la chance d'exercer, soit en tant qu'enseignante ou en tant qu'enseignante-chercheuse. Donc, INSA, UTC, puis IRT systémique, c'est Centrale Supélec, puis à l'école Léonard de Vinci, et puis de retour à l'UTC depuis mars dernier. Et j'ai mis aussi les sociétés savantes et les réseaux affiliés, comme le réseau EcoSD. Donc l'UTC est un membre fondateur de ce réseau académique et industriel où je participe aux activités depuis longtemps, et puis je suis même au ECA actuellement, au comité scientifique de SMART, et puis aussi participation assez active au niveau de la société savante Design Society. Donc, mon parcours, et, je dirais mes fondamentaux académiques, c'est trois piliers. Je suis normalienne agrégée de sciences industrielles, option mécanique, donc, ENS Cachan à l'époque. Ça, c'est ma formation de base. Et c'est ce que j'ai enseigné pendant très longtemps, un bureau d'études, la conception mécanique. Une spécialité en design industriel que j'ai menée ici à l'UTC à l'époque où il y avait DESS de design industriel et conception de produits. Et puis, cela m'a amené à faire une thèse en éco-conception que j'ai réalisée au laboratoire Robert Val en 2012. Et puis, par la suite, j'en parlerai un petit peu, ça m'a conduit à la soutenance de ma thèse d'habilitation à diriger les recherches il y a 3 ans maintenant. Donc là, c'est sans rentrer dans le détail, un peu les projets que j'ai eu l'occasion de mener avec les thématiques traitées, avec donc des projets en éco-conception, en éco-innovation, et puis les doctorants en docteur que j'ai pu encadrer avec une activité sur la chaire sur la mobilité durable centrée usagée d'Anthropolis, à laquelle j'ai pu participer sur 2 saisons, donc ça va être quasiment 8 ans. Donc je reviendrai un petit peu là-dessus. Et donc ça a été beaucoup de sujets mobilité, avec 3 doctorants qui ont travaillé sur ces questions, dont un qui a intersecté la dimension éco-conception pour la mobilité, et puis une thèse en éco-conception et des thèses aussi plutôt en innovation, ou alors une autre thèse autour de la mobilité vue d'un point de vue processus de décision. Donc ça, c'est un petit aperçu des projets. Et sur cette période, je dirais jusqu'à 2025, jusqu'à avant mon arrivée ici, il y a eu un certain nombre de projets qui ont été financés par le réseau EcoSD, principalement en éco-innovation, et un également qui était rattaché à la chaire Anthropolis,
autour de questions de mobilité électrique. Donc, je tenais à partager avec vous, alors c'est pas une liste complètement exhaustive, j'ai fait une petite sélection des ouvrages qui pour moi sont très inspirants depuis longtemps, avec un mélange à la fois de designers, d'ingénieurs comme auteurs ou de philosophes. Donc là, sur la partie design, je commencerai par Léonard de Vinci parce que cette figure de concepteur, artiste et ingénieur, ça correspond vraiment à quelque chose qui est important pour moi dans la manière de voir la science. Donc des références en design comme Louis, Charles Perriand, l'ouvrage de Victor Papanek qui est assez emblématique de l'étude, de la discussion de qu'est-ce qu'est un designer industriel responsable, qui a inspiré beaucoup d'autres derrière. Et puis d'autres ouvrages plus récents autour des limites planétaires, de l'économie permacirculaire, et puis les questions autour des métaux rares, des low-tech, et l'introduction à la pensée complexe d'Edgar Morin, que je recommande souvent aux étudiants, parce que moi je revisite souvent ce petit ouvrage qui, je trouve, est extrêmement important pour comprendre la notion de complexité. Alors, je voulais revenir sur des personnes, des personnalités qui m'ont vraiment inspirée, qui ont été en particulier Thierry Casadian, qui était intervenu, que j'ai eu en cours sur la formation DESS design industriel, qui était une personne quelqu'un de précurseur qui a introduit l'éco-conception. Donc là, on était dans la période des années 90 et les cours qu'on avait suivis en 99. Ça rejoint un petit peu la période dont a parlé Peggy. L'éco-conception, c'était ultra confidentiel. Et moi, j'ai découvert ça en DESS. Et je me suis dit, mais bon sang, c'est bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. Enfin, c'est évident qu'il faut faire comme ça, qu'il faut enseigner ça aux étudiants. C'est fondamental. Et donc, cette personne et l'ouvrage qu'il a coécrit, il y aura l'âge des choses légères, a été vraiment un point de départ pour ma thèse, dans cette vision à la fois du designer éco-concepteur dans une vision prospective et de discussion du rapport de l'homme à la nature. Voilà, donc je voulais saluer sa mémoire parce qu'il n'est plus parmi nous, malheureusement. Une autre personne que j'ai eu l'occasion de côtoyer dans la formation DESS, c'est Birgitta Kressling, qui m'a fait découvrir d'autres personnes, les inventions de la nature et donc la partie biomimétisme. Donc là, plutôt bionique à l'époque, mais aujourd'hui, on parlerait plutôt de biomimétisme. Et de cette manière de regarder la nature comme source d'inspiration pour à la fois faire des systèmes qui en particulier les systèmes déployables, donc ceux-ci qui ont une utilité pour la robotique, par exemple, ou les structures déployables en aéronautique, en regardant les fonctionnements naturels de déploiement de feuilles, par exemple, des mécanismes de croissance. Et donc, j'avais trouvé que cette approche de prendre le biomimétisme comme entrée et de faire un lien avec les activités industrielles me semblait particulièrement fertile. Et aujourd'hui, le biomimétisme a pris vraiment une place importante et je pense à toute sa place dans la panoplie des approches de conception soutenable.
Alors, il y a plein de choses qui ont débuté à l'UTC, donc je reviens aussi sur ce diplôme et les projets que j'ai eu l'occasion de faire. Alors là, je repars un petit peu en arrière. Je suis repartie dans les archives sur un des projets qui était le changement des amortisseurs McPherson pour Facom. Et donc, le brief de départ sur ce projet-là, c'était de pouvoir s'intéresser à un matériel particulier qui est le compresseur de ressort pour changer les amortisseurs McPherson. Donc, vous voyez ça là sur la partie de droite, un amortisseur, avec une partie cartouche au milieu et puis un gros ressort extrêmement raide. Et pour faire ce changement, il y a besoin d'avoir un compresseur de ressort et on était en charge de reconcevoir ceci. Et donc ça m'a apporté vraiment ce projet-là. La première fois que j'ai vraiment pratiqué l'observation centrée usager et centrée sur les garagistes à ce moment-là. Donc ça, c'est une approche d'observation que j'ai gardée par la suite, parce que c'était extrêmement important dans mon rôle de recherche, et qui a permis de voir, en observant vraiment les opérateurs, les garagistes, que la problématique qu'on avait envisagée au départ, finalement, les problèmes étaient peut-être ailleurs et qu'il fallait peut-être élargir le champ de nos propositions. Donc, de concevoir autour de ce compresseur de ressort une servante, des listes d'outils et aussi, là, c'est poser la question, comment est-ce que je peux éco-concevoir cette activité? Donc ça, c'est la première fois que je me suis posé cette question-là. Et à l'époque, j'étais bien, je me disais, mais il faut le faire, je n'ai pas d'outils, je ne sais pas comment faire. J'ai essayé de proposer quelques premières idées pour, par exemple, réduire le temps de non-utilisation de ce matériel, puisque le changement d'amortisseur, ça ne se fait pas si souvent que ça dans les garages. Donc, c'était vraiment les premiers questionnements qui se sont posés sur ce projet-là. Et puis après, j'ai fait mon stage dans le cadre de cette formation-là dans une agence de design qui Pinot et Le Porcher, où j'ai appris vraiment beaucoup de choses sur le métier de designer. J'ai essayé d'apporter mon approche scientifique et ingénieurale à l'agence sur des jouets et puis de la puériculture. Et là, je vous mets un petit exemple. En fait, là, j'ai été chargée de développer un système de freinage pour un tricycle. Et puis donc, je faisais des petits calculs pour voir si le système de freinage permettait d'être compatible avec la norme sur les jouets en question. Donc, c'était une manière voilà, de travailler sur complètement d'autres types de produits. Et puis, là, j'ai extrait la conclusion du rapport à l'époque où je me disais, comme Papanek, du coup, le designer en particulier, il faut qu'il soit responsable, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire être responsable? Et par exemple, quand il est impliqué sur des projets où il doit développer, parce que son client lui demande des produits qui sont jetables, et comment fait-on? En particulier, il y avait le cas d'un mouche gelé qui m'avait particulièrement interpellé à cette époque-là, sur la partie des embouts qui étaient jetables. Donc ça, c'était mes premières interrogations en travaillant sur des tricycles, des mouches bébés, plein d'autres choses. Donc, je reviens rapidement sur ma thèse, et c'est le seul transparent là-dessus, je ne dirais pas tellement plus. Ce qui m'a intéressé sur la thèse, c'est d'essayer de clarifier quelles étaient des compétences d'éco-conception par l'observation d'éco-concepteurs, et dans le but de faire de la formation à l'éco-conception en école d'ingénieur. Donc, c'est bien que ça dont il s'agissait à l'époque. Et de proposer un référentiel
de formation à l'éco-conception en m'appuyant sur des cas qui étaient très orientés produits à l'époque, hein. Donc, j'avais fait des cas d'études sur un rasoir justement jetable, du luminaire, un aspirateur et d'autres projets. Donc, assez centré de produits, mais qui m'avait permis un peu de comprendre vraiment l'activité d'éco-concepteur et le rôle des outils d'éco-conception pour la formation. Donc, 10 ans plus tard, habilitation à diriger les recherches, que j'ai intitulé Concevoir et innover pour la soutenabilité sur des systèmes sociotechniques, et avec une réflexion particulière sur comment finalement avoir une activité qui soit rationnelle, structurée, systématique, parce que en mécanique, génie industriel, on procède comme cela, donc c'est très important de le faire. Et en même temps, un besoin aussi de faire appel à d'autres manières de voir et de concevoir. Il y a plus. Ouais, je pense que c'est ouais. Un changement. Changement. Donc, introduire la notion d'imaginaire et aux côtés de la rationalité. Pourquoi? Parce que dans un monde incertain, et puis avec vraiment des problématiques qui dépassent la rationalité, on a besoin peut-être d'avoir recours à d'autres approches. Également avoir travaillé avec d'autres personnes, y compris avec des personnes qui sont non conceptrices. Et donc pour cela, cette notion d'imaginaire et d'approche même artistique a vraiment un intérêt. Et puis des questionnements autour de quelle est la juste technologie à mobiliser en fonction des problématiques industrielles et des organisations. Et comme thématique chapeau, explorer la transition des usages. Donc, dans une vision de transition, quels usages faut-il déployer et avec quel type de système faut-il concevoir pour cela? Et mon positionnement scientifique, je le pose comme ceci, hein, ancré à la fois avec le pied, hein, ingénierie de la conception et l'innovation, et puis dans le design pour sustainability. Donc, si on regarde d'un peu plus près, donc un petit extrait de référence pour dire que finalement la conception c'est une activité rationnelle et créative. Elle m'intéresse dans sa dimension centrée humain et centrée sur les activités. Et puis dans le design sur sustainability, eh bien, toutes les approches dont on a entendu parler tout à l'heure par pays, l'éco-conception, design for sustainability, l'éco-innovation, et puis plus récemment la conception de systèmes socio-techniques pour les transitions. Donc je reviens rapidement sur mon expérience de 8 ans et demi à l'Institut de recherche technologique systémique, c'est à Centrale Supélec, au sein de la chaire Anthropolis. Donc, j'y étais chercheuse confirmée jusqu'en 2022, aux côtés de Jacob Buchinger. Et puis, je suis devenue titulaire de la chaire sur la dernière année. Donc là, je vous mets un petit extrait des problématiques qu'on a de notre programme de recherche sur la saison 2 de la chaire. Donc, qui a travaillé sur... Bon, ça, c'était un programme qui était co-créé avec les partenaires de la chaire. Ça, c'est les partenaires de la chaire 2, avec des énergéticiens, un acteur de l'IT, une communauté d'agglo, et puis Renault. Et donc, on s'est attaché à travailler sur les futurs de la mobilité, le mobility as a service, et en particulier la question
des déplacements piétons, et puis les futures infrastructures. Et une dimension transversale qu'on a voulu traiter, la dimension sustainability, donc de soutenabilité, qui était vraiment transverse à tous nos travaux, avec un projet EcoSD qui est venu enrichir ce programme, et puis un ouvrage de synthèse qu'on a publié chez Springer à l'issue de cette deuxième saison de chaire. Donc, on a fait beaucoup d'ateliers de co-création avec les partenaires de la chaire, de la construction initiale du programme de recherche, et puis un atelier par an, y compris pendant la période Covid. C'est ce que vous voyez sur la deuxième illustration. On a continué à mener ça jusqu'à la fin. Et puis, pour vous donner un petit aperçu de la portée de ce qu'on a réussi à faire, c'était un formidable travail d'équipe sur les deux saisons, avec une équipe de doctorants vraiment formidable. Donc, on a eu 3 doctorants principaux, et puis on a eu des doctorants, entre guillemets, effets leviers qui sont venus enrichir les travaux de la chaire, des étudiants de master, des séminaires qu'on a fait en collaboration avec le Future Cities Lab de Pékin, des livrables pour les partenaires de chaire. On a fait aussi un petit livret de synthèse sur tous nos résumés de livrables qui étaient publics, des événements annuels, et puis un petit exemple de jeux sérieux sur la mobilité, avec un jeu de plateau qui permet d'expliquer ce que c'est que la simulation multi-agent en mode serious game. Donc ça, c'est un petit exemple de ce qu'on a pu faire, et puis un peu les indicateurs académiques qui montrent qu'on a eu une production scientifique très intense sur cette chaire, et beaucoup de plaisir à mener ces travaux avec les partenaires. Donc, mes principales contributions, alors là, je ne mets pas toutes les revues, mais c'est pour vous donner un petit peu, vous donner une idée du spectre des revues dans lesquelles j'ai pu publier. Journal of Clean Air Production, qui est vraiment la revue de référence pour tout ce qui est conception soutenable. Enfin, une des revues, mais bon, c'est une des plus connues. Design Studies, Design Science Journal, et puis plus récemment, donc avec les travaux sur la partie prospective et scénario planning, prospective par scénario, deux publications dans Futures et une publication plus récente dans Transport Policy. Donc tout ça, c'est plutôt lié il y a d'autres revues plus spécialisées sur la partie transport liée à les activités anthropolis. Donc là, c'est un petit exemple des revues en question en fonction des divers projets. Alors, quel ancrage scientifique pour la chaire RIPUS? Alors, il y a des choses dont Peggy a déjà parlé. Donc là, je fais juste un petit point par rapport à la théorie du donut que vous connaissez sans doute, parce qu'il y a eu un article qui vient de sortir sur une nouvelle version, une déclinaison de cette vision donut avec le plancher social et puis le plafond écologique qui forme cet anneau. Et très intéressant de voir dans ce dernier article comment il y a de nouveaux indicateurs qui sont proposés pour décrire les différentes sections du donut, et en particulier discuter comment se passent à la fois les manques et les déplacements sur la partie environnementale en fonction de groupements de pays, entre les pays les plus pauvres qui sont tout à gauche, et on voit qu'il y a des problèmes d'ordre social et peu de pollution générée globalement, et
et les 20% les plus riches qui explosent complètement la partie impact environnemental sur plusieurs types de préoccupations, dont le changement climatique n'est pas uniquement. Donc, life cycle engineering, c'est un des cadres structurants intéressants, donc Peggy a parlé tout à l'heure, donc Samika avec la Shield, donc là on voit un peu plus gros qui recentre vraiment sur la partie cycle de vie, mais en étendant cela à la notion en mettant en évidence la notion de cible en lien avec les limites planétaires. Je ne m'étends pas puisqu'on l'a déjà vu tout à l'heure. Et puis, je voulais aussi mentionner les stratégies de circularité pour l'économie circulaire, les stratégies de type 9R. Et pourquoi il y a eu plusieurs versions des stratégies dites R. J'ai choisi celle-ci, voilà, parce que je trouve qu'elle présente l'intérêt de clairement annoncer la stratégie R0 au même titre que les autres, les autres, elles sont bien connues, et donc on intègre ici la stratégie refusée, oui. Donc, refuse, pour moi, ça veut dire qu'on intègre la notion de sobriété directement comme une stratégie circulaire. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte, notamment pour les futurs travaux de la chaîne, les travaux qui ont déjà commencé. Alors, je vais passer maintenant à une partie qui est plus spécifique sur le laboratoire Oberval. Je me suis posé la question en arrivant de faire un état des lieux, de savoir où se placer Oberval par rapport à tous ces questionnements sur la soutenabilité. Donc là, je rappelle, tellement pour les personnes qui sont dans la salle, plutôt en ligne, les 5 équipes de l'équipe Oberval, numérique, civilisation, matériel de surface, mécatronique, énergie, électricité, intégration et système intégré pour les process. Donc, j'ai commencé à regarder, alors j'ai fait vraiment une proposition pour regarder un petit peu ce qui se faisait nationalement dans d'autres laboratoires, avec un échantillonnage non exhaustif, pour voir comment était intégrée la dimension de soutenabilité, de quelle manière dans les divers laboratoires, avec plusieurs groupements, avec des niveaux de système abordés un peu différents, vraiment niveau composants, matériaux, microstructures, pour le premier groupe, une approche plutôt génie industrielle pour le deuxième groupe, et puis des approches plus socio-techniques et plus larges, avec des dimensions, prise en compte des dimensions humaines et de risques plus importantes sur le dernier groupement. Et à mon sens, le laboratoire Oberval est aujourd'hui un peu à cheval entre les deux premières catégories. Et également, ça c'est ma perception, il y a une proximité avec les activités du laboratoire GESCOP, et ça tombe bien, puisqu'on en a entendu parler, donc je vous laisse juge de savoir s'il y a eu des proximités, à mon sens oui. Le laboratoire ITSM de Bordeaux et aussi dans une certaine mesure, il me semble, une proximité avec le laboratoire génie industriel de Centrale Supélec. On pourra en débattre, c'est une proposition ouverte à discussion. Donc, comment j'ai procédé? J'ai fait des entretiens avec les membres de l'équipe Oberval, des entretiens soit individuels, soit collectifs. Alors, je vous donne des petits extraits, c'est pas du tout exhaustif non plus, c'est des points d'entrée que vous pourrez retrouver dans un rapport plus conséquent dont je vais parler, qui sera partagé par la suite.
Donc voilà des pistes pour des choses qui existent déjà dans les équipes, hein, qui sont liées à toutes les thématiques que j'ai abordées, ou alors des choses dont je perçois, moi, qu'elles auraient un potentiel. Il y a un petit peu les deux ici. Donc, pour la mécanique numérique, il y a un potentiel d'intégration de l'extension de la durée de vie des composants, travailler sur les simulations, des simulations juste nécessaires, et puis l'intégration de l'utilisation stochastique des usages qui pourraient aussi alimenter de futurs travaux autour de la conception soutenable. Acoustique et vibration, on a un potentiel d'intégration de l'impact, l'évaluation de l'impact environnemental avec des analyses acoustiques, et puis des travaux plus orientés sur les matériaux biosourcés. Pour l'équipe matériaux et surface, potentiel de travail autour de la fin de vie des matériaux composites, du PLA, et en règle générale, le travail sur la criticité matière. Et puis, intégration de l'analyse de cycle de vie possible, et aussi peut-être s'interroger sur les impacts sur la santé humaine et la biodiversité. Pour l'équipe mécatronique, plusieurs points, l'évaluation environnementale des matériaux, aussi la criticité, la criticité matière qui est ressortie, l'extension de la durée de vie, construction pour la conception pour des cycles de vie multiples, notamment en ce qui concerne les moteurs électriques, et puis un potentiel aussi de travail sur l'évaluation environnementale du concept de micro-usine et l'intégration de ces activités qui sont développées dans cette équipe de la réparation sur site pour des pièces de petites ou de grandes dimensions. Et puis, pour finir, pour l'équipe 5, système intégré de produits, process, travail sur l'éco-conception, l'économie circulaire, les indicateurs de circularité, puis des assemblages, la caractérisation de l'impact pour les nouvelles technologies et du potentiel de développement d'un cadre pour intégrer de la soutenabilité forte en conception. Donc, ça, c'était pour un état des lieux en mode très abrégé. Il y aura plein d'autres choses à découvrir dans le petit rapport dont je vais parler après. Maintenant, où est-ce qu'on va? Alors, eh bien, je vais compter sur vous, les membres du laboratoire Verbal, pour construire ensemble la feuille de route pour la chaire BIOS. Et je vais vous donner quelques éléments de réflexion à ce stade. Donc, si je décris un petit peu le titre, l'intitulé de la chaire, qui était là à mon arrivée, j'essaie de décrypter un petit peu. Relocalisation, qu'est-ce que ça sous-entend? D'après moi, et puis d'après les lectures que j'ai pu avoir sur le sujet. Relocaliser, ça pose, ça indique qu'il y a un besoin de souveraineté. Ça, c'est, et donc, la relocalisation, en même temps, va pouvoir, un des effets, ça va être d'augmenter la pression sur les ressources locales. Donc, bien regarder que va vouloir dire relocaliser dans notre contexte. La technologie, comment est-ce qu'on va définir une technologie au juste nécessaire? Alors ça, c'est une grande question que je me posais déjà. Je commençais à poser dans la GR et je pense qu'il faut vraiment se poser ces questions-là dans la GR News et voir comment on va pouvoir aborder cela. Et puis, la question de la sobriété, qui va de pair avec l'efficacité énergétique, qui est a priori donc cette contraction des usages volontaires de planifier,
qui va permettre d'aller dans un sens d'allègement de la pression sur les ressources. Oui, mais à quelles conditions? À condition qu'il n'y ait pas un effet rebond, en fait. Donc, encore des défis et des questions à se poser autour de ces concepts. Pour illustrer un petit peu les questions aussi qui se passent, c'est anticiper les conflits d'usage. Donc là, c'est un rapport préliminaire du Shift Project que je trouve vraiment intéressant sur l'anticipation des conflits d'usage au niveau des ressources pour la transition sur les territoires. Et ce petit graphe, il me semble vraiment intéressant parce que là, je me place, quand je dis les usages, c'est pas forcément les usages individuels de l'usager dans son sens individuel, mais c'est plutôt les usages au sens plus large, comme les usages de mobilité, d'habitat, de culture, d'agroalimentaire, etc. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ben, si on est dans un objectif de décarbonation et peut-être d'électrification qui va se faire assez massivement, et c'est en route, eh bien, ça a tout un tas d'implications sur d'autres dimensions des bioressources. Et puis, ça va y avoir des implications sur l'utilisation des ressources en eau, des ressources de l'utilisation des surfaces. Par exemple, le développement de l'électricité avec l'éolien et les panneaux photovoltaïques, il ne faut pas oublier qu'on va consommer du sol. Et donc, il va peut-être y avoir des usages qui vont être peut-être en contradiction ou au moins sans être en conflit, au sens où ils vont être en compétition. Voilà. Et alors, comment se saisir de ça en tant qu'ingénieur soutenable? Je ne sais pas, mais à un moment donné, je pense qu'il faut absolument avoir ça en tête, en fait. Je ne sais pas encore. On va trouver des choses, j'espère. Donc, là, je vous propose un petit cadre de démarrage pour la chaire de Mulhouse. Avec les piliers en design for sustainability, en scénarisation prospective. Il me semble qu'il faut l'intégrer parce que si on veut avoir une vision de 2050, il faut avoir des outils pour faire ça. L'intégration de la notion de limite planétaire et de discernement technologique. Et moi, ce que je propose, c'est d'essayer d'avoir une vision à plusieurs niveaux, c'est-à-dire une vision au niveau du composant, mais aussi au niveau du produit-service, et puis peut-être une approche d'autres natures pour des systèmes socio-techniques, et voir comment on navigue entre ces différents niveaux. Et des petits exemples, si on veut développer soit des indicateurs, soit des solutions, suivant les stratégies dont j'ai parlé tout à l'heure, R0 à R9, bah, ça peut vouloir dire sur les questions de sobriété au niveau du composant, qu'est-ce que ça veut dire que ces indicateurs de sobriété aux différents niveaux, à la fois pour les systèmes, en termes de matière, d'eau, d'énergie, d'espace. Et puis, si je prends l'exemple de la réparation, qui est un exemple un sujet qui m'intéresse tout particulièrement, qu'est-ce que ça veut dire que réparer des composants, des produits, ou pourquoi pas réparer des systèmes, ou même réparer des villes. Alors, je ne dis pas que dans le laboratoire verbal, on va réparer des villes, forcément, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir des méthodes et des approches pour traiter tous ces différents niveaux. À l'avenir, on verra où est-ce qu'on va se situer. Donc, si on ne va pas tout faire, évidemment. Donc, une autre vision, ça va être suivant les phases d'un processus de conception très simplifié, hein, que vous avez les colonnes en verticale, de la partie cadrage, d'analyse, où on va pouvoir mettre les phases d'évaluation, synthèse
la recherche de solutions et puis éventuellement l'expérimentation, la mise sur le marché. Donc, on peut aussi travailler sur du développement d'indicateurs et des démarches d'évaluation assez différentes suivant ces différents niveaux. Et puis, l'exploration de l'espace des solutions suivant ces différents niveaux également. Et donc, je donne un petit exemple là. Donc, en termes d'approche, il me semble important de donner à la fois des approches d'ordre quantitatif qui peuvent s'appuyer par exemple sur de l'analyse de cycle de vie, mais aussi sur des approches de simulation ou d'autres types, et avoir des approches beaucoup plus sensibles qui vont s'appuyer sur de la narration, par exemple, pour la planification par scénario, de l'exploration par scénario, ou par exemple de la data visualisation de données qui peut être aussi très intéressante sur ces sujets. Petit exemple, alors non contractuel, si on peut s'intéresser aux problématiques des batteries, en mobilité, à des questions de véhicules qui utilisent ces batteries au niveau produit-service, et puis à un niveau plus élevé, sociotechnique, par exemple, la mobilité longue distance avec des véhicules tout électriques, c'est ce qu'on a traité sur un des projets EcoSD. Donc là, on a une manière différente d'appréhender tous ces sujets en termes d'ingénierie soutenable. Donc, je regarde où j'en suis. Ok. Donc, pour le plan de travail, eh bien, moi, il me semble intéressant de travailler sur ces stratégies R qu'on va appeler rétro-verbales. Donc, il faudra les décliner spécifiquement. Et puis, on va trouver des domaines d'application qui vont être porteurs et intéressants pour toutes et tous, pour travailler dans cette approche de transition. Donc, ça, c'est des petits exemples de choses que l'on pourra traiter, hein. Autour de la réparation, par exemple, le développement de solutions de réparation, de futurs scénarios pour la réparation, c'est des choses qu'on a commencé à regarder un petit peu. Du développement de modèles sur les composants et systèmes pour une plus grande durée de vie. Et puis des travaux un peu plus larges à l'échelle des chaînes de valeur. Et l'intégration aussi de la notion de sobriété. Ça, c'est quelque chose que l'on est en train de commencer, dont je vais parler tout de suite après. Donc, dans les exemples d'application, ça se sera à définir collectivement. Je vous donne un petit exemple. Si on veut travailler sur la transition mobilitaire, c'est voilà, je pense que le sujet de mobilité, je l'ai traité pas mal, donc j'ai repris cet exemple-là. Pour les personnes et les biens, par exemple, avec les véhicules légers intermédiaires, qui semble être un sujet qui peut être intéressant. Donc là, vous avez un exemple des véhicules légers intermédiaires qui existent. Donc c'est un sujet, mais ce n'est pas le seul possible, mais on pourra en rediscuter en groupe de travail. Et puis, il y a des projets qui sont déjà lancés, puis il y en a d'autres qui sont en dépôt, donc je vais pas en parler aujourd'hui, mais il y a des choses qui sont en cours de maturation et de dépôt. Je parle de ce qui se lance là actuellement, enfin, tout de suite, 2025, là, octobre-novembre, un projet collaboratif qui est cofinancé par EcoSD et l'ADEME sur comment développer une approche de sobriété en éco-conception. Donc, c'est co-porté avec Benjamin Thiel de la PESA. Donc, le principe des projets ADEME, c'est un coportage industrie académique. Avec, on a déjà prévu des masters, des étudiants, des stages de master,
qu'on va co-encadrer dans l'équipe projet avec des collègues du GESCOP, justement, de l'Université de Bordeaux. Et on va s'attacher à comprendre comment est-ce qu'on peut intégrer les principes de sobriété en éco-conception. Comment est-ce qu'on peut former là-dessus, développer des cas d'études qui traitent de cela, et on va s'attacher en cadre applicatif à l'étude de projets lauréats d'un concours transition écologique des organisations qui a été lancé par l'ADEME. Et on va pouvoir travailler avec ces lauréats pour voir comment est-ce qu'actuellement ils intègrent la sobriété, qui est une des requêtes de l'ADEME sur cet appel à projet. Comment ils l'intègrent et puis comment est-ce qu'on peut travailler avec eux pour avancer sur ces sujets. Donc ça, c'est un projet financé sur 2 ans avec le réseau EcoSD. Et puis, on a la création de notre cours doctoral commun qu'on coordonne avec pays. Donc, c'est l'ensemble de ce premier cours doctoral. Donc, en 2026, il y a une petite coquille, c'est 2026. Alors, la date est un peu fluctuante, hein, ça devait être mars, je pense que c'est au juin. Ce sera à l'UTC à Paris. Et ça va être la formation d'entrée sur les formations doctorales et PhD. Il y en a 5, je crois, aujourd'hui. Donc, on va donner un aperçu et donner l'envie aussi d'aller faire les autres formations doctorales et PhD ouvertes aux doctorants en priorité, et aussi aux collègues et aux praticiens industriels qui souhaitent rejoindre la formation. Donc, très contente de faire ce montage de projet avec Guy. Donc, là, pour synthétiser ce que j'ai commencé à vous raconter, il y a un rapport, petit rapport qui donne les premières directions à nous et qui fait un peu l'état des lieux. Vous pourrez avoir ce document, je vous l'enverrai à suivre. Je voudrais mener probablement 2 ateliers de co-construction en novembre 2025, ça peut peut-être déborder un petit peu sur décembre, de sorte à cadrer un sujet de thèse pour lancer les travaux de la chaire et puis lancer d'autres activités. Ça reste à définir pour monter le programme. Donc, je vous propose un petit sondage ici pour trouver une date qui convienne au plus grand nombre. On pourra faire plusieurs ateliers en fonction de vos disponibilités et éventuellement étendre le sondage aux besoins. Donc, je pense que ça, c'est un moment qui va être important et j'espère que vous pourrez vous joindre à ce travail collectif qui est vraiment important pour la chaîne. Un petit exemple de à quoi pourrait ressembler un sujet de thèse sur le sujet des activités de réparation dans un contexte de circularité forte. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire qu'une activité de réparation pour une soutenabilité forte? Comment est-ce qu'on peut développer ce type de solution? Et puis, si on prend un petit exemple de réparation par additive manufacturing, qu'est-ce que ça peut donner dans cet écosystème que l'on pourrait développer autour de la réparation? Et puis, dernière action que je vais lancer avant la fin d'année, des séminaires verbal reuse avec des thèmes. Alors, moi, je vais vous donner des petits exemples. Le biomimétisme assisté par intelligence artificielle également,
Les impacts environnementaux sur les systèmes digitaux, il y a aussi, pourquoi pas, la CV sociale, l'éco-conception de systèmes de batterie énergétique, le système pour le spatial, voilà, ce genre de choses. Donc ça va être lancé fin d'année, et puis on va voir combien de séminaires auront lieu, donc on va alterner présentiel et puis en visio sur cette année, je dirais environ peut-être 4-5 séminaires par an, quelque chose comme ça. Et voilà, donc j'espère que vous êtes prêts à rejoindre Opinus. Et merci.